les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chaos. Macron contredit Le Cornu sur la réforme des retraites. Le PS cocu. La prison pour Sarko, méritée. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aider. Merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Yann Penaud, Marie Aubel, Béberto, Philippe Bohen et Stini Karl. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Retour sur le casse du siècle, les bijoux volés au Louvre. Cette affaire est en effet une parfaite illustration du macronisme. Manipulation des médias, incompétence, affairisme, détournement des moyens financiers à des fins politiques et idéologiques. Cambriolage au musée du Louvre, un rapport de la Cour des comptes révèle d'importantes failles de sécurité. Le Louvre a été la cible d'un incroyable cambriolage dimanche. Dans un rapport non encore publié, les sages de la rue Cambon alertent sur le retard pris par l'établissement public du Louvre en matière de sécurité. Et la meilleure illustration de ce rapport, c'est la fenêtre. C'est la seconde fois que les cambrioleurs l'utilisent. En 1976, les voleurs sont passés par la même fenêtre pour voler l'épée de Charles X qui n'a jamais été retrouvée. La même fenêtre non sécurisée, non blindée. Mais il y a pire. La vitrine, le canard enchaîné. Au Louvre, les nouvelles et ultra-modernes vitrines des joyaux de la couronne se sont avérées moins sécurisées que les anciennes délaissées en 2019 par la direction du musée, à la grande joie des cambrioleurs. Et oui, l'ancienne vitrine à gauche pouvait faire disparaître les bijoux dans un coffre-fort en cas d'alerte, ce qui n'est pas le cas des 3 nouvelles vitrines à droite. Là, on se gratte la tête. Comment est-ce possible ? La plus récente était moins sécurisée que la plus ancienne. Au-delà du vol, quel abruti a accepté de remplacer cette magnifique vitrine pour des trucs dégueux, dignes d'une bijouterie de quartier ? Il n'y a qu'un fonctionnaire du ministère pour valider un truc aussi laid. Et on peut peut-être aller plus loin. Pourquoi changer une vitrine ultra sécurisée pour une qui ne l'est pas ? Est-ce qu'il y aurait eu un marché derrière, un pot de vin ? Quant aux macronistes, ils se congratulent, tout va très bien. Tout est bon pour justifier le projet à la gloire du Poudré au musée du Louvre, même un vol tragique pour notre patrimoine. Le Poudré, le projet Louvre Nouvelle Renaissance que nous avons engagé en janvier prévoit un renforcement de la sécurité. Il sera le garant de la préservation et la protection de ce qui constitue notre mémoire et notre culture. Il y a une caractéristique du Poudré, c'est qu'il n'a honte de rien. Pendant 8 ans, il a laissé le Louvre se dégrader. Il y a un rapport de la Cour des comptes à ce sujet. Et il vient aujourd'hui claironner qu'il va le rénover. Macron, c'est le type qui te met un coup de marteau derrière la tête et qui après arrive tel un sauveur avec un sparadrap. Un grand malade. Et il y a une chose que je ne supporte pas, c'est quand Emmanuel Macron parle de notre culture. 2017, la culture française n'existe pas. 2021, nous devons déconstruire notre propre histoire. Mais à quand la fin de ce calvaire ? Il déteste la France. Quant à Rachida Dati, notre ministre de l'Inculture et de l'Imposture, elle squatte les plateaux de TV pour se féliciter de son excellent travail. Elle est à 2 doigts d'exiger une médaille pour le casse du Louvre. Elle raconte, vous l'avez compris, n'importe quoi. Face à Pascal Praud, vol au Louvre. Il faut accepter la vidéoprotection sur l'espace public, notamment aux abords des sites semblables, estime Rachida Dati. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Il y a déjà 14 caméras de surveillance aux abords immédiats du musée, qui est littéralement entouré de caméras. Comme d'habitude, les macronards vont profiter du fiasco du Louvre pour nous vendre les caméras dans l'espace public. C'est exactement le contraire que nous montre ce vol. Les caméras n'arrêtent personne. Oui, pour que les caméras soient efficaces, il faut qu'il y ait des moyens humains à disposition, et notamment des brigades d'intervention.
Les caméras de surveillance parisiennes savent repérer une voiture mal garée ou un excès de vitesse en 3 secondes. Mais un monte charge installé devant le Louvre pour un braquage, personne n'a rien vu. Des caméras donc, mais pas de policiers. On avait compris. Les plus grands experts se succèdent sur LCI et sur BFM TV. Attention, ceux qui disent c'est énorme. Cambriolage au Louvre. Écoutez bien, ce genre d'attaque est prémédité, explique Alain Bauer, professeur de criminologie. On ne devient pas professeur de criminologie par hasard, il faut avoir un sens de la déduction extrêmement poussé. Et selon les derniers éléments de l'enquête, les cambrioleurs auraient pu être motivés par l'appât du gain. Je crois qu'Alain Bauer devrait retourner à la truelle, il est beaucoup plus efficace avec du mortier. Je me comprends. Pendant que les experts, entre guillemets, débitent des lapalissades, que Rachida Dati félicite les membres de la sécurité du Louvre pour leur excellent travail, on a la confirmation que Laurence Descartes est une pure macroniste. Depuis son arrivée à la tête du Louvre en 2021, Laurence Descartes s'est davantage préoccupée de son confort personnel que de sécurité. Ces dernières années, le musée a investi 5 fois moins contre les vols que durant la période 2006-2008. Comme dirait Le Poudré, on ne peut pas penser à ses petits plaisirs personnels et à la sécurité du Louvre en même temps. Au début du XXe siècle, le directeur du Louvre avait démissionné suite au vol de la Joconde. Un point à rappeler, l'honneur n'était pas un vain mot en ce temps-là. Laurence Descartes, en bonne macroniaise, a essayé de jouer la partition de Rachida Dati. « J'ai tout bien fait, ce n'est pas ma faute !» Mais la pression de l'opinion et la défiance du personnel du Louvre l'ont conduite à présenter sa démission. Après le fiasco du cambriolage, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, a présenté sa démission qui lui a été refusée par le président de la République. C'est la loi macroniste, toujours récompenser et soutenir l'incompétence. Et puis, cerise sur le gâteau, les bijoux volés au Louvre n'étaient pas assurés. Chef-d'œuvre appartenant à un musée national, donc au domaine public de l'État, les bijoux volés au Louvre n'étaient pas couverts par une assurance privée. L'État en était responsable et n'a donc plus que ses yeux pour pleurer. Il y a de quoi pleurer parce que cela devient une véritable épidémie. Après le cambriolage du Louvre, un trésor de pièces d'or et d'argent dérobé au musée de Langres. Le grand pillage continue et personne ne démissionne. Ça suffit. Oui, devant tant d'incompétence, Dati aurait dû, il y a longtemps, remettre sa démission. Et elle devrait également donner les 500 000 € de ces bijoux qu'elle n'a pas déclarés pour compenser un tout petit peu les dégâts qu'elle a causés. Encore un macronard à la une. Le Cornul. Vous vous rappelez la séquence du poireau sur le marché de Vernon? L'article d'ailleurs de Paris Match expliquait que le Premier ministre était sans protection policière. Il y avait comme un truc. On a la solution. Les parents de Sébastien Lecornul placés sous protection policière. Ils bénéficient d'une équipe de policiers dédiée depuis le 22 septembre, après l'arrivée de leur fils à Matignon. Justifié, les avis divergent. De nombreux experts policiers estiment que la protection des parents de Lecornu est carrément inutile. Et puis ces policiers vont manquer pour protéger les Français. Mais revenons à Lecornul et son poireau. Le cornu est apparu sur le marché, et à mon avis c'est faux, sans protection policière. En tout cas, c'est ce qu'affirmaient les journalistes de Paris Match. Il y a comme un aveu, une mauvaise conscience de Le Cornu vis-à-vis de ses parents. Vous ne trouvez pas ? Sébastien Lecornu a demandé 2 policiers, un chauffeur pour ses parents et un chauffeur. Après cela, on nous parle d'économie et de sentiment d'insécurité. L'hypocrisie au maximum. Un chauffeur pour les parents de Lecornu aux poules de Braun-Pivet gardées par les CRS, il n'y a qu'un pas. Et oui, Braun-Pivet refait la une des journaux. Rappelez-vous ce qu'elle avait dit. Des héritages qui se passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui tombe du ciel. À un moment, ça suffit. Il faut taxer davantage les héritages. Et qu'est-ce qu'on apprend ?
Le fils de Yael Braun-Pivet a traversé la rue et travaille désormais chez McKinsey. Rappelons que cette société est accusée d'avoir obtenu des marchés publics sans appel d'offres et que des procédures sont ouvertes devant le parquet national financier depuis 2022 pour fraude fiscale aggravée, financement illicite de la campagne électorale, favoritisme et recel de favoritisme. On se demande les raisons pour lesquelles ces enquêtes n'avancent pas. Eh oui, plus pourri tu meurs, le fils de Braun-Pivet, le petit Nominoé, à peine diplômé d'HEC, vient d'être embauché chez McKinsey, ce fumeux cabinet de conseil qui a touché le milliard d'euros pour enfermer les Français avec la complicité du poudré pendant le Covid. Et il ne faudrait pas oublier que McKinsey, c'est le cabinet qui avait conseillé Perdu Pharma. Oui, il avait piloté la stratégie de vente d'un opioïde extrêmement dangereux qui est responsable, selon les autorités, de plus de 500 000 morts. McKinsey, c'est également un des bras de la CIA. Mais chez les Braun-Pivet, l'argent n'a pas d'odeur. Eh oui, scandale. 1,5 million d'euros chez L'Oréal, 40 000 euros chez Total, LVMH, BNP. Yael Braun-Pivet est la présidente de l'Assemblée ou des intérêts du CAC 40. Braun-Pivet possède 1,5 million d'actions L'Oréal et veut s'attaquer aux riches. La Macronie dans toute son hypocrisie. Cette caste infecte de macroniers ne pense qu'à ses tout petits intérêts et n'a d'autre ambition politique que de se gaver et perdurer. Pensez, Braun-Pivet avec ses histoires d'héritage est en train de jouer à la députée, la France Insoumise, la millionnaire. Il faut vraiment avaler ça. Et ce petit jeu est en train de propager le chaos partout en France. Et nous le voyons, plus il s'accroche, plus nous voyons la France sombrer. C'est sans métaphore, sans exagération, c'est terrifiant, un tel cynisme. Hier, j'ai regardé LCP. Nos députés préparaient le budget à grands coups d'amendements. Il fallait avoir le cœur bien accroché. Car moi, après, je dois vous l'avouer, je n'ai pas pu tourner 2 heures pour me calmer. Les raisons, allez, regardons par exemple ce genre d'amendement. Aurélien Lecoq, le CUC, on devrait dire. Savez-vous comment les riches creusent le déficit du système de retraite? Par la capitalisation. Ils échappent à l'impôt et aux cotisations sociales avec le PER. Le tout sur le dos des travailleurs et salariés. Aurélien Lecoq, au bénéfice uniquement des plus riches. C'est faux. Toute personne physique entre 18 et 68 ans peut ouvrir et détenir un plan d'épargne retraite, quel que soit son statut professionnel. Il suffit de prendre rendez-vous avec son banquier pour l'ouvrir. Aurélien, tu répètes sans réfléchir les éléments de langage pourris de la France insoumise. Les riches ne creusent aucun déficit, car les régimes du privé sont les plus souvent excédentaires, et ces excédents sont allègrement ponctionnés, volés, pour combler le super déficit du régime des fonctionnaires. Franchement, les riches dans le plan épargne-retraite. Tu crois vraiment que Bernard Arnault met ses économies dans un plan d'épargne-retraite? Mais t'es le plus gros menteur de France, toi. Ce sont les salariés, les indépendants, la classe moyenne. Guignol. Hier, j'ai vraiment eu l'impression de visionner les sous-doués préparent le budget. Cela tirait à U et à dia. Un budget canard sans tête qui courait dans tous les sens. Plus d'impôts, plus de taxes et plus de dépenses folles. La cohérence de ce bric-à-brac d'amendements, l'intérêt national manifestement n'existe plus chez ces députés. Seuls comptent leur petite boutique partisane de faire les cadors devant les caméras. Mais quelle farce! Philippe Murer. C'est parti pour 2 mois de débat où chaque parti politique va se féliciter de proposer tel amendement sur le budget, sachant qu'à la fin, le gouvernement va tout faire sauter et passer son budget par l'article 47. La politique niveau bac à sable. Et ce sont ces mêmes députés, au nom de la responsabilité, qui sont en train de nous tricoter un budget irresponsable. Budget 2026, nous allons tout faire pour que ce budget soit le moins mauvais possible, déclare Patrick Kanner, sénateur socialo. Nous allons tout faire pour que ce budget soit le moins mauvais possible. Est-ce que cet ectoplasme se rend compte de l'énormité de son propos? Traduction, nous avons une fois de plus trahi. Nous nous sommes couchés devant le poudré. Le budget Le Connard va être tout pourri. Mais vous allez voir qu'avec
enthousiasme, nous allons poser des pansements sur une jambe de bois et sachant parfaitement que cela ne servira à rien. La seule utilité, c'est d'éviter d'aller aux élections. Nous allons prendre une branlée. Vous pensez que ce tweet est un peu polémique? Mais attendez la suite. Philippe Juvin et LR établit qu'en l'état actuel, la partie recettes montre 9 milliards de moins que ce qui était prévu par le budget initial. Hier, il voulait donner des HLM gratos aux locataires. Et devant tant d'incompétence et de dingueries, les marchés financiers vont nous vendre bien plus cher l'argent qu'ils nous prêtent et les agences de notation vont dégrader une fois de plus la note de la France. Gare aux impôts. 40 milliards d'impôts en plus d'ici 2027. C'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi de finances. Je vous l'avais annoncé. Après le quoi qu'il en coûte, voilà le quoi qu'il t'en reste. 200 000 nouveaux foyers imposés, taxes sur les colis, les niches, les salaires, tout y passe. Même Roland Lescure parle de ras-le-bol fiscal. Les pompiers de Bercy jouent avec l'essence pendant que le pays s'enflamme. Il faut dire que la France, en matière de compétitivité fiscale, est 38e sur 38. Une fiscalité bien conçue est à la fois facile à respecter pour les contribuables, favorable au développement économique et capable de générer les recettes suffisantes pour financer les priorités du gouvernement. Mais qui s'en soucie chez nos inventeurs d'impôts nouveaux? Et face à toutes ces crétineries idéologiques, il y a comme un début de panique en France. Les riches français sont allés mettre leur argent au Luxembourg et en Suisse, selon Clémentine Lemestre, directrice des rédactions des Échos. Yael Braun-Pivet a relancé le débat sur la taxe des héritages la semaine dernière. Marc Touati. Le déficit public va être bien plus élevé que prévu, et cette année et l'an prochain. Et n'oublions pas la réalité française. La France est le pays de la zone euro où il y a le plus de déficit public par rapport à notre PIB. Et évidemment, on fait comme si tout était normal. Et là, on va commencer la discussion. La France est le pays de la zone euro où il y a le plus de déficit public. Et numéro 1 du monde en pression fiscale. Ils veulent tuer la France. CNews, des criminels d'État. Et pourquoi? Parce qu'ils sont européistes. Philippe Murer. Les salaires n'augmentent pas en France et même baissent pour les cadres sur 30 ans. C'est parce que nous ne produisons plus rien à cause des prix d'énergie de dingue dans l'Union européenne, du libre-échange qui détruit la production et la croissance. Continuons comme cela et nous serons ruinés. Le courage du Frexit ou la baston entre Français et la mort. Mais pour renverser la table, il faudrait chasser Emmanuel Macron. Macron fait tout pour se maintenir au détriment de l'avenir et il fait porter le coup politique de tout cela à son camp. Considérablement affaibli, au bord du précipice, le Poudré veut néanmoins croire que l'histoire n'est pas terminée. Mais la suspension de la réforme des retraites accélère pourtant ce crépuscule. Et c'est dans quel canard? Le Parisien, le journal de Bernard Arnault? Mais c'est l'Alali. Après Édouard Philippe, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, c'est au tour de Bernard Arnault de le lyncher. Même Valls s'y met. Oui, bon, lui, c'est toujours avec un temps de retard. Manuel Valls, le macronisme a été la négation du politique. Macron, le cornu, Retailleau, Darmanin, écarté du gouvernement, l'ancien Premier ministre vide son sac et défend une coalition du centre droit aux socialistes pour la présidentielle. Oui, on connaît la chanson, ils vont tous se bouffer entre eux. Le journal L'Imonde s'y met aussi et dénonce le blocage d'Emmanuel Macron à travers des sondages. À l'ère sondage Ipsos, L'Imonde, 96% des Français mécontents de la situation du pays. 90% estiment que la France est en déclin. 87% pensent que les politiques agissent pour leurs intérêts personnels. 81% jugent que la démocratie fonctionne mal. Quand l'immonde européiste lâche Macron l'européiste, c'est vraiment qu'il est fichu. Et d'ailleurs, comment réagit le Poudré? Oh, fidèle à lui-même, il sème le chaos dans son camp. Le 14 septembre, Sébastien Lecornu. Nous suspendrons la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Macron, le 21 octobre. Ce n'est ni une abrogation ni une suspension de la réforme des retraites, mais un simple décalage d'1 an. Je rappelle que l'Union européenne exige cette réforme des retraites. Les socialistes sont-ils stupides ou complices? Macron
contredit le Cornu. Le Cornu avait assuré à Olivier Faure et à Boris Vallaud que la réforme des retraites serait intégralement suspendue en échange de la non-censure. Aujourd'hui, Macron a ruiné cette promesse en évoquant un simple décalage pour plaire à Bruxelles. Les chefs du PS sont-ils stupides ou complices ? Les deux, bien évidemment, mon général. Donc, 2 heures après que le président a balayé toute idée de suspension de la réforme des retraites, le Premier ministre Le Cornu en fait l'annonce formelle dans l'hémicycle. Mais quel sketch! On a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a qu'un seul objectif. Il veut relancer le chaos. Oui, il s'en nourrit. La stratégie du poudré ressemble à ce que je vous avais dit. Il laisse les députés semer le désordre, il utilise en même temps au niveau de la communication une suspension, une non-suspension de la réforme pour permettre un en même temps, c'est-à-dire satisfaire les LR et les socialistes. Oui, il leur permet de sauver la face avec cette contradiction. Mais in fine, il fera passer le budget par ordonnance. Wauquiez et Olivier Faure ont fauté gravement devant l'histoire en ne censurant pas le gouvernement Le Cornu. CNews. À gagner du temps, donc sont prêts à tout pour pouvoir grappiller quelques mois qui permettraient au président de la République d'aller à la fin de son mandat. Donc ils sont prêts à tout, mais ne savent pas du tout où ils vont. Je sais une chose, c'est qu'il n'y aura pas de référendum. Il n'y aura pas de référendum parce que les conditions fixées par le président de la République sont des conditions qui sont inatteignables. Il n'y aura pas d'accord. C'est encore une opération d'enfumage, une de plus. Macron magouille pour conserver son poste et continuer le projet de Davos, le projet européiste. L'anti-France aux manettes. BFM TV. La France et l'Espagne s'opposent au chancelier allemand. Les deux pays insistent pour maintenir l'interdiction des voitures thermiques neuves en 2035. La France et l'Espagne insistent pour maintenir l'interdiction des voitures thermiques neuves en 2035. Si Macron cherche un sujet de référendum qu'il demande aux Français, il va être très surpris du résultat. C'est sûr, et puis il faut quand même expliquer que Macron, par l'abandon des moteurs thermiques, favorise les voitures électriques chinoises et risque de condamner à terme 100 000 emplois liés à l'automobile en France. Et c'est là où j'ai une petite pensée pour Wauquiez. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page internationale. Les médias déforment les informations sur le sommet Russie-États-Unis à Budapest pour le saper, a déclaré Kirill Dmitriev. Les préparatifs se poursuivent. Il y a quelques jours, vous en souvenez, avec le sommet prévu entre Poutine, Trump, Zelensky à Budapest, l'espoir était de nouveau au rendez-vous. La paix, enfin, en Europe. C'était sans compter sur les buveurs de sang, ceux qui palpent les dividendes de la guerre, les européistes. Revenons un petit peu en arrière. L'Europe est en panique. Un monde sans elle est plus effrayant que la guerre. Bruxelles tremble à l'idée que Poutine et Trump pourraient s'entendre directement sans Kiev et sans l'Union européenne. Macron a déjà averti que si l'on discute de l'Europe, les Européens doivent être à la table. Kaja Kallas renchérit, sans l'Ukraine et l'Europe, rien ne fonctionnera. Et le Britannique The Telegraph écrit franchement, Trump dicte ses conditions et l'Europe n'a jamais paru aussi faible. Et lundi, les planètes semblaient alignées pour ce sommet. Pour l'entrevue des deux présidents entre Zelensky et Trump ne s'est pas bien déroulée, rapporte le Financial Times. Des témoins ont entendu des échanges de cris et des jurons du président américain. Ce dernier a tout fait pour exhorter son homologue ukrainien d'accepter des conditions de paix soufflées par la Russie. Pour bien comprendre, il faut savoir que les Russes ont gagné la guerre militairement. Selon le Financial Times, Trump aurait intimé Zelensky d'accepter les conditions de paix de Vladimir Poutine plutôt que de voir l'Ukraine complètement détruite. Et pour les Européens, ce serait tout bénéfice, car depuis le désengagement financier des Américains, ils sont seuls à financer cette guerre. Plus de 100 milliards. On constate qu'entre juillet et août 2025, l'aide européenne s'est effondrée. Sans les États-Unis, le tiers-monde européen n'a plus les moyens de financer la guerre de l'OTAN contre la Russie. Donc soit Bruxelles vole les actifs de la Russie, qui se paiera sur les actifs industriels sur son territoire en attendant de faire payer les contribuables européens, soit la guerre est terminée. Comme avec Macron, plutôt le chaos que la défaite. Oui, parce que si la fin de la guerre apporterait de la prospérité à l'Union européenne, pour cette caste de vampires, cela signifierait la chute. Alors ils font tout pour saboter ces accords de paix.
Guerre en Ukraine, l'UE donne son feu vert à l'interdiction d'importer du gaz russe d'ici fin 2027. Plus de gaz américain, 3 fois plus cher, moins de gaz russe. Les ménages paieront, les entreprises souffriront, l'économie sera plombée, les recettes fiscales baisseront. Nous sommes gouvernés par des crétins. Et puis, il y a des attentats sur le territoire hongrois. Le chef du RDIF, Kirill Dmitriev, se demande pourquoi la plus grande raffinerie de Hongrie, qui traite le pétrole russe, a soudainement pris feu avant la prochaine rencontre des dirigeants de la Russie et des États-Unis. La Hongrie est-elle attaquée à cause de la préparation d'un sommet de paix? Un incendie s'est déclaré dans la plus grande raffinerie de Hongrie, Dunaj, qui traite le pétrole russe. L'enquête est en cours. L'Europe est donc attaquée, mais là, pas d'article 5 de la charte de l'OTAN, car les Européens devraient attaquer, vous imaginez qui? Dans ces conditions, Donald Trump recule. La perspective d'un sommet à Budapest pour préparer la paix en Ukraine s'éloigne. Donald Trump dit qu'il ne veut pas d'une rencontre pour rien avec Vladimir Poutine. Est-ce que Trump recule devant les pressions européennes? Est-il en train de négocier quelque chose? Ou c'est encore un poker menteur pour obliger les Russes à céder sur un point? Du côté russe, le ministre des Affaires étrangères a indiqué aujourd'hui Zelensky et les dirigeants européens ont de nouveau appelé à un cessez-le-feu immédiat le long de la ligne de contact actuelle. Cela, a souligné Lavrov, ne signifierait qu'une chose, une grande partie du pays resterait sous la direction d'un régime bandériste. Le chef de la diplomatie russe a décidé que les appels à un cessez-le-feu immédiat sont totalement contraires à ce dont ont convenu Vladimir Poutine et le président Trump en Alaska. Il faut ajouter que la Russie réclame la totalité du Donbass, mais militairement c'est presque fait. Les dernières forteresses tenues par l'OTAN sont en train de tomber. C'est la fin. La pilule va être très dure à avaler pour tous ces européistes. Et puis, il y a cette affaire. Thierry Mariani. C'était le 26 septembre 2025. Oui, voilà déjà 3 ans qu'un sabotage sans précédent a détruit les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, privant ainsi notre continent d'une infrastructure stratégique qui garantissait notre approvisionnement en gaz russe pas cher et de bonne qualité. 3 ans pendant lesquels personne ne vous a plus reparlé des vrais responsables, surtout pas Bruxelles, qui préfère entretenir le flou jusqu'au bout, jetant la suspicion sans aucune preuve sur la Russie. D'ailleurs, la Russie était déclarée coupable quelques heures après le sabotage, sans la moindre enquête. Pourtant, cet été, l'Italie et la Pologne viennent d'arrêter des suspects. Et les profils ne vont pas vous décevoir, puisqu'il s'agit d'un ancien officier des services de renseignement ukrainiens et d'un instructeur de plongée, toujours ukrainien, qui avait en plus échappé à une première arrestation en 2024 avec la complicité, devinez de qui? Eh bien de l'aide du gouvernement ukrainien. Bref, ces arrestations laissent de plus en plus à penser que ce sabotage n'aurait rien d'une opération clandestine improvisée, mais qu'il s'agit bel et bien d'une action organisée, planifiée et couverte par un État, en l'occurrence l'Ukraine. Et très probablement même avec l'assentiment et le soutien du Royaume-Uni et des États-Unis. Car à qui profite le crime? Évidemment aux fournisseurs de gaz américains qui désormais nous le vendent à prix d'or et dont l'Europe est devenue totalement dépendante. Mais aussi à l'industrie américaine qui profite de ce sabotage en bénéficiant d'une meilleure compétitivité tant les coûts de production de nos entreprises explosent à cause du prix du gaz que nous achetons aux États-Unis. Et je ne parle même pas des ménages européens qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie. Rappelons qu'Ursula von der Leyen avait promis des sanctions exemplaires contre les auteurs de cette attaque, affirmant que toucher à nos infrastructures critiques ne resterait pas impuni. Or aujourd'hui à Bruxelles, on ne dit plus rien de cet acte de terrorisme d'État. Passive et certainement embarrassée, Mme von der Leyen préfère protéger l'image de Kiev plutôt que de défendre les intérêts vitaux des Européens. Le temps des comptes et des responsabilités approche et peut être à sonner. L'Europe doit cesser de ménager Kiev et de se soumettre à Washington. C'est la seule voie vers notre souveraineté et notre indépendance. En attendant, nous demandons qui est le vrai responsable du sabotage du Nord Stream. Pour le moment, tous les indices se dirigent vers Kiev. Voilà, c'est tout
pour notre page actualité. C'est l'heure donc d'ouvrir la page Fantaisie avec la montre de Louis Boyard. Louis Boyard enlève rapidement sa montre avant de passer sur BFM TV pour dénoncer les ultra-riches. L'hypocrisie de la gauche est totale. En France, la gauche bourgeoise française ne détient pas les moyens de production, Marx, car elle est paresseuse et stupide, mais elle détient les moyens d'attribution de la rente étatique et elle s'offre de temps en temps, pour paraître populaire, quelques 62 QI qui savent à peine lire et écrire, ce qui en dit long sur l'idée qu'elle se fait du peuple. Enlever sa montre quelques secondes avant un interview suscite quelques interrogations. Louis Boyard a dû s'expliquer. L'extrême droite parle de ma montre, je remets les pendules à l'heure. Ce pauvre Louis Boyard oublie juste un détail. Les seuls à s'intéresser vraiment au prix de sa montre sont sans doute les électeurs d'extrême gauche, les siens. À qui d'autre qu'eux aurait-il pensé en éprouvant le besoin de la retirer juste avant de passer à la télé ? C'est vraiment un truc de petits bourgeois. Ils ont honte de tout objet de luxe. Mais pourquoi ? On doit avoir honte seulement si l'argent gagné est malhonnête. Comme avec les impôts des Français ou de la vente de produits illicites, monsieur le député ex-dealer. Louis Boyard dit être victime d'un complot de Millet, Trump, Bolloré et Stérin contre lui. Un diantre. J'ai pris l'habitude de retirer ma montre pour ne pas me cogner sur des tables. On fait face à de la désinformation. Se cogner en interview debout à l'Assemblée nationale, c'est bien connu. C'est fascinant parce que Le Poudré avait utilisé le même argument lorsqu'il avait dissimulé sa montre. C'est pour éviter qu'elle cogne sur la table, affirmait-il. Louis Boyard, Macron, les mêmes arguments. Est-ce un hasard ? Pour rattraper la sauce, l'entourage de Louis Boyard dit non, c'est pas sur la table, mais qu'elle cogne contre le micro. Tiens, un député qui donne des grands coups contre le micro, c'est trop fort. Pourtant, dans de nombreuses interviews, Boyard porte sa montre, c'est un foutage de gueule stratosphérique. Un prisonnier célèbre est entré à la prison de la Santé. Saurais-tu le reconnaître ? Ah oui, il peut d'ailleurs passer le Karcher. La prison est sale, un bon coup de Karcher en arrivant. Juste une petite parenthèse dans ma rubrique Fantaisie, Sarkozy est bien victime de l'acharnement des juges de gauche à son encontre. Je remets mon entretien sur le sujet dans la description. Il ne méritait donc pas une peine de prison pour cette affaire. Mais pour cela, peut-être, oui. Résultat du référendum, non 55%, oui 45%. Au-delà des trahisons de Sarkozy, les conséquences sont concrètes pour la France et les Français. Ces trahisons tuent et ont tué. Combien de familles ont été décimées par le chômage, par la pauvreté, par l'immigration, etc. Tout cela alors même que les gens avaient gentiment voté, avaient joué le jeu de la démocratie. Et on leur a planté un couteau dans le dos. Nous gardons nos larmes pour les vrais gens. Séquence manipulation, les enfants de Sarko manifestent. Papa les innocents, la révolte des gens. Et puis, il y a sa fille que l'on montre dans les médias sur toutes les coutures. On l'a même aperçue en boîte de nuit alors qu'elle a 14 ans. Julia Sarkozy fête son anniversaire, reçoit un sac à main de luxe Fendi en cadeau. Elle a aujourd'hui 14 ans. Ce n'est pas la marque du sac le problème, mais qu'à 14 ans, la fille de Sarkozy s'habille comme une escorte. Il y a les cassos du bas et les cassos du haut. Le père en prison et la fille comme une escorte, il y a comme une certaine logique. Balkany. C'est dur la prison, mais Nicolas est solide. Patrick Balkany, expert du sujet. Mais c'est énorme. M6 a interviewé Balkany pour qu'il conseille Sarko en prison. Il y a encore une semaine, c'était une blague sur les réseaux sociaux type Gorafi. Le Gorafi devient la réalité. C'est toute la raison d'être de ma rubrique Fantaisie. Un autre sarkozyste à l'honneur. Les Estrosi. Une plainte vise le couple Estrosi. Le couple aurait perçu 1,5 million d'euros entre mai 2024 et juin 2025 pour des prestations de conseil dont la réalité est mise en doute. En tous les cas, Sarko en prison, cela donne, comment dirais-je, un peu d'espoir. Pour les bijoux du Louvre, on a la solution. Réputé imprenable, le poulailler de Yael Braun-Pivet accueillera dorénavant les bijoux du Louvre ainsi que la Joconde, en responsabilité.
Quand mon dentiste m'a annoncé le prix d'une couronne, je lui ai demandé, vu le prix, si elle venait du Louvre. Si on bradait les bijoux de famille, on nous les a volés. Ça y est, tout le monde a vu mon poireau. Sapristi, exactement comme Griveaux. Bijoux volés au Louvre. Macron assure qu'ils seront retrouvés. Et toi, Brigitte, tu as toujours tes bisous? Ah ah, très drôle. Allez, on se quitte avec les réchauffistes. Les flatulences d'huîtres inquiètent les climatologues. Mais qu'est-ce qui n'inquiète pas les climatologues? Ah, j'allais l'oublier. Un horrible complot contre Manon Aubry. Franchement, j'espère qu'un jour Manon Aubry finira vraiment par porter plainte contre son coiffeur et le traîner devant les tribunaux, car c'est vraiment criminel là. À mon avis, son coiffeur est un méchant facho d'extrême droite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Bye.